21 mai. Et donc, cette idée comme ça surgit suite à une forme de, comment on peut appeler ça, suite d'idées, suite d'impressions, suite de scènes. Donc, la réalité demande des réajustements permanents. Pas obligé de dire que le réajustement doit être une loi à laquelle il faut sacrifier. Simplement, se réajuster, c'est se réadapter, prendre en compte les changements visibles et les changements peut-être pas tout à fait conscients, dont on n'a pas tout à fait conscience, mais qui en cours. Et évidemment, dans le réajustement, il y a l'idée de l'anticipation, presque la prévisualisation de certaines évolutions. Et évidemment, qui dit évolution, dit la possibilité d'une évolution négative, une évolution, comment dire, nuisible ou nuisante à l'autre. Alors voilà donc se réajuster. C'est évidemment une chose liée à notre mode de vie et à rien d'autre. Se réajuster parce qu'on a un énorme corpus d'alternatives. Et ces alternatives n'existent que parce que on a à notre disposition un monde, un univers, une dimension extraordinaire qui est le monde de la virtualité. C'est comme ça qu'on l'appelait. Il faudrait là aussi se changer de nom. Ce n'est plus un monde virtuel, c'est un monde tout court, tout simplement un monde qui existe et qui existe peut-être plus densément, plus concrètement qu'un autre. On ne peut pas dire, tiens, c'est virtuel, alors ce que je fais avec, le commerce que je fais avec n'est pas un commerce réel, il est un commerce imaginaire. Ce n'est pas de l'imaginaire, ce n'est pas une histoire d'imagination, c'est une histoire de réalité. Alors, et c'est pas toujours évident d'accorder les deux réalités. Donc, on est dans une double réalité. Et alors, quand vous voyez, par exemple, vous prenez l'exemple, quand vous avez la librairie physique, c'était le désir et l'ultime désir de certains de posséder des livres en quantité. Alors, il y a des gens qui exposent des livres uniquement pour que ça remplisse un vide, que ça donne plus de sens, plus d'intérêt, ou plus ça décore et ça et d'une certaine façon le lieu peut devenir singulier parce que devenir comme s'il s'élevait, comme s'il acquérait quelque chose de voilà des livres fondateurs ou dits fondateurs. Si les classiques des classiques et normalement dans la tradition familiale il n'y avait pas la bibliothèque. Voici qu'on a une bibliothèque achetée à un prix tout à fait abordable parce que ce sont des livres imprimés en quantité, vendus presque à prix coûtant, des choses comme ça, on va dire. Mais ça a tout l'aspect de livres précieux, donc la couleur, la texture, c'est faux, c'est pour de faux. Ce n'est pas de cuir, le papier n'est pas un papier
hein, j'ai oublié le nom, en tout cas n'est pas un papier de qualité, il y a, comment dire, il y a des degrés dans la qualité du papier, et c'est ça aussi qui fait la valeur du livre qu'on a. Donc, vous avez un papier d'une finesse déjà par rapport à l'épaisseur, donc il y a la finesse, et après il y a le soin peut-être porté à la, à la, à la gravure, enfin à l'impression. Voilà, donc les lettres qui se détachent bien, et vous pouvez aussi avoir des livres avec un papier très épais, un papier presque nervuré, avec ce n'est pas un papier lisse, presque sans caractère. Voici, vous avez un papier qui a du caractère. Mais c'est fait exprès. Donc, chaque page est vraiment se détache de l'autre, et rien, vous avez où toucher, vous avez une sensation agréable, vous avez la sensation de quelque chose qui a du relief. Ce relief est intéressant pour la qualité du livre. Après, il y a la qualité, il y a aussi le côté qualité du blanc. Voilà, donc il y a un certain nombre de choses. Mais là, pour ce qui est de la bibliothèque, un peu populaire, un peu facile d'accès, elle ne s'encombre pas de ces considérations, elle est là pour faire impression, donc la bibliothèque, en tout cas la bibliothèque physique a cessé d'exister. Elle était condamnée de toutes les façons parce qu'elle est limitée. Et donc aujourd'hui on a accès à une bibliothèque qui n'a pas de limite, qui n'a pas de frontières, qui n'est pas matérielle, mais qui est étendue aux limites de l'univers, de connu et peut-être même inconnu. Accès dans toutes les langues. Pas seulement dans les langues que l'on pratique, mais dans toutes les langues. Voici un peu se réajuster, donc on a cette accumulation bienvenue quelque part, puisqu'on peut avoir accès à des mondes divers. Aujourd'hui, tiens, il me plaît de m'intéresser je sais pas, aux esthètes d'une époque révolue, mais qui continue toujours d'être présente. Je m'intéresse, et puis demain, peut-être, j'irai du côté d'un lettré chinois d'une dynastie bien précise. Ce lettré a laissé un ensemble d'écrits, voilà. On peut aussi, comme quelqu'un que j'ai connu qui, d'une certaine façon, s'intéresser aux dames de la cour en Corée, je pense, en Corée, je sais pas, une époque, est-ce qu'il s'intéressait au chant, est-ce qu'il s'intéressait, je sais plus, mais en tout cas les dames de cour, c'est déjà très, très particulier. Donc les courtisanes, si je puis les appeler ainsi, là, quelque part, là, on essaie de prendre quelque part conscience, ou de vivre un peu la vie de gens qui avaient une vie évidemment très particulière. C'était pas n'importe qui. Après, évidemment, les gens sans nom, ils n'ont pas laissé d'écrit. C'est pas d'autres ont écrit pour eux, mais eux, ils se sont pas exprimés pour dire à quel point ils n'avaient pas d'espoir. L'espoir, c'est ça, c'est la possibilité d'aller fouiller dans son monde intérieur aussi, et d'essayer d'en sortir une chose, un petit élément mobilisateur, inspirateur, un élément que vous allez privilégier, que vous allez mettre, comment dire, vous allez mettre devant vous, avec lequel vous allez essayer d'interagir pendant un certain temps. Donc voilà, vous avez ça. Et puis vous pouvez avoir
Après, quand il s'agit de trouver des partenaires pour pratiquer le jeu de l'investigation intellectuelle et l'investigation esthétique, etc., rhétorique et que sais-je encore, vous pouvez trouver des partenaires. C'est pas toujours évident, mais ce n'est pas impossible. Donc, se réajuster, c'est donc disposer, je ne sais pas s'il s'agissait par exemple de parler de la tactique militaire. Évidemment, dans les écoles de guerre, on doit enseigner un peu la stratégie militaire, l'art de la guerre, depuis Sun, je ne sais pas qui, celui qui a écrit l'art de la guerre, et puis d'autres, peut-être Jules César, peut-être. Voilà, on va chercher un peu toute la littérature qui a traité de ce sujet-là. Puis, alors, Kolovitz et un peu les gens de langue germanique, voilà, leur contribution sur ce qui est l'espace d'expansion, l'espace vital, sur ce qui est toujours nécessaire, un peuple, les territoires d'un peuple, comment défendre, comment ceci, cela. C'est pas exactement dans l'art de la guerre, mais l'art de la guerre, c'est de savoir comment se rendre maître de son adversaire, peu importe les situations. Donc, en fonction des ressources que l'on a, agir au mieux. Évidemment, dans certaines situations, on n'est pas, c'est plutôt au niveau intellectuel, au niveau presque philosophique, que l'on doit, que se niche le problème. Quelle est l'initiative? Puisqu'à un moment donné, il faut décider. Quelle est l'initiative qui pourra nous assurer la victoire? Avec le minimum de dégâts, avec le minimum de pertes. Pertes souvent en matériel, en effectif humain. Après, les pertes en matériel, ça se remplace. Mais l'humain. Voilà. Donc, vous avez toute cette accumulation. Évidemment, vous pouvez. Et aujourd'hui, on peut même, c'est-à-dire les gens qualifiés, formés pour cet exercice-là, sont légion. On peut, évidemment, ça manque pas. Ça manque pas les compétences dans ce domaine, comme dans d'autres. Donc le réajustement, c'est la capacité de penser le réel, son réel ou celui des autres, en fonction des potentiels, en fonction des possibles, en fonction des choses auxquelles on pourrait avoir accès en cas de besoin, et en fonction aussi de limites, non limites. La question des limites, est-ce que la question des limites, elle est aussi facile à conclure que cela? Les limites, c'est en partie, c'est comme ça qu'on dit, les limites, c'est en fonction de ce que l'on, en fonction de notre capacité à les repousser. Quelquefois, nous avons, et donc là je parle en connaissance de cause, personnellement, je me suis auto-limité, comme d'autres. Il s'agissait dans des situations un peu difficiles, l'action qui a été, ou la réaction qui a été privilégiée, ça a été une forme de sentiment, une forme d'assujettissement à la difficulté, à la force, à la supériorité d'une situation, à la supériorité d'une forme de réalité socio-économico, etc. Il est toujours possible, au moins au niveau intellectuel, de se rendre maître d'une situation qui vous échappe.
d'une façon ou d'une autre. Donc le réajustement, c'est s'interroger de façon profonde, de façon performante, et non pas de façon comme ça vague, s'interroger pour s'interroger. Non, s'interroger sur le rapport que l'on a à soi, le rapport que l'on a aux choses, le rapport que l'on a à l'instant, le rapport que l'on pourrait ou devrait avoir par rapport à une futurabilité possible ou désirable, comme cette expression d'un futur désirable, ou on pourrait dire d'un changement désirable, d'une alternance désirable, d'un lendemain désirable, et tout ça, évidemment, et on voit que la langue est un moment particulier, va donner naissance, va contribuer à mettre en voit une chose particulière qui a une forme, qui a une, comment on peut appeler ça, une forme de grain particulier. C'est en même temps, ça participe de l'ensemble, mais en même temps, ça se singularise. Voilà, donc se réajuster. Évidemment, on dit Dieu, évidemment, Dieu, on parle à chaque fois, même quand c'est pas nécessaire, on convoque Dieu, et donc Dieu, normalement, les élus, ceux que Dieu pourrait avoir privilégiés, c'est ceux à qui il aura accordé cette capacité de penser, de sortir d'eux-mêmes, de prendre un peu de recul pour essayer de se penser de façon varier. Là, il s'agit d'introduire de la variation. Quelquefois, l'on a une réalité qui cesse de nous nourrir en nourriture saine, en nourriture potentialisante. Je n'arrive plus à rien extraire de ma réalité. Cette réalité, plutôt, elle a tendance à me rendre plus lourd, plus pesant, moins mobile, elle renforce en moi le sentiment de l'impuissance, le sentiment de l'impossible. Je ne peux plus être d'aucune façon ce que j'aurais aimé pouvoir être. Il y a des choses que je dois abandonner définitivement. Et alors, donc si vous avez, à un moment donné, vous avez l'aide bienvenue d'une substance chimique, en l'occurrence le café, la caféine, et la caféine et autres composés. Donc quelque part, cela, pendant un certain temps, cela vous permet de quitter votre réalité médiocre, entre guillemets, réalité contraignante, une réalité réductionnante. Voilà. Je suis réduit à être ma réalité. Or, je suis plus que ma réalité visible, ma réalité passée, ma réalité peut-être, ma réalité telle que la voit l'autre et telle que je la vois moi aussi. Je ne me fais plus de surprise, je me découvre plus. Comment cela se fait-il? Et pourtant, j'ai été doté de cette capacité-là, de cette compétence de créer l'inattendu, voilà, de cheminer jusqu'à, de creuser, jusqu'à tomber sur le trésor, évidemment, totalement inconnu même. Voilà, j'ai trouvé un trésor qui n'était répertorié nulle part. C'est un trésor, voilà, unique. Un trésor linguistique, un trésor
propositif, un trésor, quelque part, un trésor qui va vous permettre quelque chose qui va vous permettre d'entreprendre la réalité d'une façon inédite. C'est ce que l'on croit. Mais l'inédit n'est qu'une forme, encore une fois, de réajustement de ce qui a déjà existé. De réappropriation, de réutilisation, de récupération, etc. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas parce que on récupère, l'essentiel c'est d'utiliser ce que l'on a à disposition, qu'on a récupéré et qu'on a mis de côté. Voilà, et un jour, ben, on n'arrive plus à avoir accès parce qu'on a accumulé beaucoup de choses. Donc, au moins un peu, voilà. Hein, là, cette chose-là, ah, je l'ai mise de côté, ben, aujourd'hui, je trouve qu'elle m'est bien utile. Donc, se réajuster et en pensant que là, il ne s'agit pas de constater, de rester statique et de constater, de faire le constat des choses qui sont en train de se produire, des changements, des variations mineures, plus ou moins, un peu plus que mineures, pas majeures, mais entre les deux ou entre les trois, quelque part, quelque chose que je ne peux pas considérer comme majeur. C'est impossible. D'ailleurs, les changements majeurs, c'est quoi? Le changement majeur, c'est quelque chose qui ne se construit que dans la durée. Donc, c'est majeur, mais en même temps, aucun moyen de pouvoir le ressentir tel que. C'est pas possible. Je suis en train. Je suis toujours en train de me diriger vers quelque chose. La seule chose que l'on peut constater, c'est c'est finalement le résultat et la récompense. La récompense que l'on reçoit parce que l'on aura fait un effort. Au bout d'un moment, on a mis du temps, on s'est engagé dans un travail, dans une œuvre de longue haleine, et à un moment, tiens, alors je vois que souvent, j'ai des facilités ou j'ai des possibilités. Voilà, quand je veux m'intéresser à une chose, ben, je trouve comment faire. J'ai des outils. Et quand on se rappelle, par rapport au passé, la difficulté qui était la nôtre pour essayer d'élaborer un discours, pour essayer d'avoir du corps, d'avoir, comment dire, de tenir, d'avoir une longue haleine, de pouvoir avoir du souffle. Et là, on se rend compte qu'on a du souffle. Et ce n'est plus... Et aussi, le rapport que l'on a à la langue, ce n'est plus quelques petits exercices presque scolaires ou à peu près. C'est réellement... Et puis après, on laisse à personne le droit, évidemment, de dire que cela est de pure forme et cela est de pure rhétorique, autrement dit inutile et simplement pour se faire plaisir. Donc, réajustement, une lutte un peu sans fin contre soi-même qui a tendance à aller vers le plus facile. Cette sécurité que l'on cherche à retrouver à chaque fois. Il y a longtemps que j'ai quitté ma mère. Il y a longtemps que je ne suis plus un enfant. Mais pourtant, j'ai encore besoin d'une consolation à caractère maternel. J'ai besoin que quelqu'un vienne me dire, me rassurer. Je dis ça de façon évidemment formelle, non pas. C'est uniquement une histoire de mots, donc il ne faut pas non plus prendre ça pour quelque chose de vrai, mais ce n'est pas faux non plus. Donc on a besoin d'être d'une certaine façon, comme quelqu'un dirait, oui, on avait besoin de l'odeur des proches, ça rassure, ça déstresse. On pourrait dire on a besoin de la voix des proches, la voix d'une proche en particulier,
parce que c'est la voie absolue, la voie de la mer. Mais évidemment, la voie de la mer change, la mer peut avoir toujours la même voie, mais évidemment, tenir des propos extraordinairement interloquants, peut être surpris par la mer, par sa propre mère. Donc, évidemment, extérieurement, on a fait le deuil de plein de choses, mais intérieurement, ça reste à vérifier. Est-ce que les deuils sont effectifs ou est-ce qu'il s'agit encore de quelque chose qui dure, qui se prolonge et qui, évidemment. Donc, se réajuster, toujours un peu la possibilité de déplacer les choses et de se déplacer aussi. Alors, est-ce que c'est faisable de se déplacer pour ne pas rester fixé à quelque chose? Voilà, il y a une vérité, il y a un dogme. Le dogme n'est pas... le dogme n'est qu'une formulation de l'état de formulation autour d'un certain nombre de formulations censées répondre à un certain nombre de questions, donner des lignes de conduite, offrir des voies claires et pour que tout le monde ou n'importe qui puisse les emprunter. Mais quelquefois, il reste quelque chose, puisque évidemment le dogme est humain, et il reste des choses, des coins sombres, il reste des impasses, il reste toutes sortes de choses qui n'ont pas été poussées jusqu'au bout, il reste des questions, il reste des doutes, il reste des... voilà. Le dogme est muet par rapport à cette chose-là. Le dogme ne dit rien par rapport à une autre. Il fait comme si elle n'existe pas. Pourtant, le dogme dit une chose, et cette chose, elle devient immanente. Non, non, cette chose n'est qu'une... c'est très lié à un contexte, très lié... c'est une formulation. Et toute formulation peut subir, d'ailleurs, peut subir, et c'est intéressant parce que même dans un dogme auquel je pense, il y a la possibilité du réajustement, c'est-à-dire de l'effacement, de la suppression de quelque chose qui a un caractère sacré, parole divine. Une parole divine peut effacer, annuler une autre parole divine, et ce qui est quand même contradictoire, puisque toutes ces paroles-là continuent d'exister. Donc alors, normalement, le travail d'annulation n'a pas eu lieu. En tout cas, on peut annuler une parole divine, puisqu'il n'y a pas de problème. On peut annuler le divin, évidemment, même si c'est bien pratique d'avoir du divin en face de soi, ne serait-ce que pour lui faire des reproches, l'utiliser comme une forme d'absolu relatif, c'est un peu un oxymore un peu particulier. Alors voilà, donc réajustement. Il y a des réalités physiques, alors là on peut rien y changer, on peut quand même faire ruser avec les lois de la physique. Alors je vois pas mon dos, je vois pas derrière moi, je sais pas ce qui peut se passer. Généralement, il y avait toujours dans les photos de classe quelqu'un qui va vous faire un signe dans le dos, et a priori un signe peu valorisant, donc on ne sait pas. Derrière soi, il y a peut-être des diablotins qui, au lieu d'avoir des angelots, on pourrait avoir des diablotins qui vous font des choses dans le dos, qui vous tirent la langue, qui se moquent de vous. Voilà, donc
soi. On n'a pas accès à soi en totalité. On ne peut pas regarder son dos à moins d'aller faire tout un tas à moins d'avoir recours à un dispositif plus ou moins un peu compliqué tout de même. Comment regarder? Voilà, donc il faut avouer qu'il y a des limites à l'exercice intellectuel de l'introspection ou de la recherche, mais on ne peut pas contester cela, on fait avec nos limites, mais déjà normalement il faudrait pouvoir utiliser ce qu'on a à disposition avant de parler de ce qui est inaccessible ou ce qui est rendu impossible. Donc d'une certaine façon, l'effet du café est terminé, donc je m'essouffle, je m'effondre, et ce n'est pas un effondrement psychique, loin de là, c'est un effondrement physique, physico-chimique, tout simplement. Et là aussi, le constat d'une réalité qui est là, qui s'impose à soi. Alors si on a envie de batailler avec cette réalité, on peut le faire, c'est pas impossible, mais au prix d'efforts et au prix d'incommodation plus ou moins plus ou moins non nécessaire, plus ou moins nécessaire. Et voilà, ça fait ça. Donc se réajuster, comme on dit, d'une certaine façon, comment la langue, on peut l'entreprendre. On n'est pas tout à fait rendu prévisible, rendu presque obligé d'obéir à une forme d'automaticité. Et on peut plus produire d'autres narrations. Et c'est ça, c'est la capacité de varier les narrations. Et voilà, c'est ça.